Une chaîne de transmission par fibre optique est un système constitué d'un module d'émission et d'un module de réception, placé aux extrémités d'une fibre optique. La fibre optique, quant à elle, est un canal de transmission de lumière de taille microscopique. La partie émission d'une liaison optique est composée de divers éléments comme l'alimentation, le modulateur et une source de lumière électroluminescente ou laser. Le rôle du module d'émission est de délivrer au canal de transmission un signal optique sur lequel sont inscrites les données. Le facteur essentiel qui constitue le choix des émetteurs optiques est porté essentiellement sur les semi-conducteurs, vu leur faible dimension et leur grande fiabilité de transmission, ainsi la possibilité de modulation du rayonnement émis et la réalisation d'un couplage efficace émetteur-fibre. Le module de réception est constitué de plusieurs éléments, tels que le photodétecteur, l'amplificateur, le filtre, l'égaliseur, etc. Le but du récepteur optique est de restituer de façon fidèle l'information. Il doit extraire avec des moyens fiables l'information transmise à partir du signal optique reçu. Pour des liaisons par fibre optique à haut débit et pour les longues distances, l'émetteur de lumière le plus utilisé est la diode laser. C'est un composant à semi-conducteur. Il permet la conversion d'un signal électrique en un signal optique. L'exemple classique d'oscillateur est le laser de Fabry-Perot, dans lequel la lumière est réfléchie successivement et confinée entre les miroirs réfléchissants parallèles. Le spectre transmis est multilongueur d'onde, c'est-à-dire multimode. À cause de la dispersion chromatique, cette configuration n'est évidemment pas souhaitée pour les transmissions longue distance, haut débit, par fibre optique. C'est pour cette raison sont conçus les lasers monofréquences, présentant la meilleure pureté spectrale possible, comme le laser DFB. Par rapport à un laser Fabry-Perot, le laser DFB permet de générer des impulsions à spectre très étroit, d'une raie typique de l'ordre de picomètre. À cause du réseau de Bragg qui est ajouté dans le composant, ce type de laser permet de choisir une seule longueur d'onde d'émission connue par la longueur d'onde de Bragg. Dans ce laser, le guidage se fait par indice. Le réseau de Bragg est considéré comme un filtre optique. Il est inséré au-dessus ou en dessous de la zone active ou le résonateur optique. Le réseau de Bragg est un réflecteur de grande qualité utilisé dans les guides d'onde comme la fibre optique. C'est un empilement de plusieurs couches de matériaux d'indices de réfraction différents, ce qui provoque une variation périodique de l'indice de réfraction effective dans le guide. Avec le principe de réseau de Bragg qui est considéré comme un réseau sélectif ou un filtre optique, les lasers DFB sont très employés dans la plupart des systèmes de transmission optique en raison de leur stabilité en longueur d'onde pour transmettre à très haut débit sur des fibres monomode optiques à longue distance. Il existe un autre laser monomode appelé DBR. Pour l'évolution des systèmes WDM ou DWDM et actuellement UWDM, la nécessité d'utiliser une source optique accordée en longueur d'onde a favorisé les recherches sur les lasers à multiples électrodes et à multiples sections. Le laser DBR, c'est un laser accordable. Dans ce laser, le réseau de Bragg se trouve dans le prolongement de la cavité Fabry-Perot, fonctionnant comme un réflecteur externe. Ce laser est constitué de 3 sections. Une section de gain, c'est la partie de la diode laser dans laquelle le courant commande la puissance émise. La deuxième section est la section de Bragg. Elle comporte le réseau de Bragg qui sélectionne la longueur d'onde réfléchie. Cette longueur d'onde est commandée par le courant de Bragg par l'effet électro-optique. La troisième section est la section de phase. En faisant varier l'indice de guide, la commande de courant réalise l'accord de phase entre la lumière réfléchie par le réseau et celle par l'autre face clivée. En appliquant un courant de Bragg à la section contenant le réseau, on en modifie l'indice de réfraction, ce qui provoque un saut dans la longueur d'onde de Bragg du réseau et permet de sélectionner un autre mode de la cavité.
Cette accordabilité en longueur d'onde peut être affinée par l'ajout entre la cavité et le réseau d'une troisième section commandée par un courant de phase qui réalise l'accord de phase entre la lumière réfléchie par le réseau et celle par la cavité par variation de l'indice de réfraction, modifiant ainsi le spectre. Le signal optique produit par la source laser doit être modulé pour qu'il s'adapte au canal de transmission qui est la fibre optique. On peut classer les modulateurs de lumière en plusieurs catégories: acousto-optique, magnéto-optique et électro-optique. Parmi ces modulateurs, seuls les modulateurs à commande électrique permettent d'atteindre des débits supérieurs à 10 gigabits par seconde ou des fréquences de modulation supérieures à 10 GHz, compatibles avec les applications visées en télécommunication optique et dans les systèmes hyperfréquences. Il existe deux principaux types de modulateurs à commande électrique. Le modulateur à électroabsorption EAM. Il est composé d'un matériau semi-conducteur électroabsorbant inclus dans la région intrinsèque d'une diode polarisée en inverse, qui possède en plus une structure de guide d'onde et utilise le phénomène électroabsorption pour commander l'intensité d'un rayon laser par l'intermédiaire d'une tension électrique. Sans polarisation, c'est-à-dire E égale 0, sur la jonction P1, la bande interdite EG de la région active est assez large pour être transparente à la longueur d'onde de la lumière laser. Avec une polarisation inverse suffisamment grande, il y a apparition d'un champ électrique E différent de 0 au niveau de la zone intrinsèque, ce qui a pour effet d'incliner les bandes de conduction et de valence dans cette zone. Le gap effectif séparant ces deux niveaux est réduit. Les électrons peuvent passer par effet tunnel dans la bande de conduction. Il apparaît ainsi un recouvrement entre les fonctions d'onde des électrons et des trous pour des énergies de photons inférieures à celles du gap. Le matériau devient ainsi absorbant pour des énergies de photons plus faibles que l'énergie du gap du matériau semi-conducteur. Cet effet permettant de modifier le seuil d'absorption du matériau consiste à réaliser une modulation d'amplitude d'une onde lumineuse en fonction de la tension inverse appliquée. Le modulateur à électroabsorption EAM est utilisé dans les liaisons terrestres avec des débits de 10 à 40 gigabits par seconde. Parmi les inconvénients de ce modulateur, c'est qu'il présente une faible puissance optique et aussi limite la longueur des liaisons à cause du chirp. Il existe un autre type de modulateur à commande électrique qui est le modulateur Mach-Zehnder, MZM. Il est fréquemment utilisé pour les applications de télécommunications à large bande. Il est constitué de deux jonctions Y. La lumière injectée à l'entrée est divisée en deux. Une tension est appliquée à l'un des bras. L'indice de réfraction du matériau utilisé change suivant la tension de polarisation appliquée sur ces électrodes et conduit à un changement de la phase optique. Donc maintenant, on a obtenu une modulation de phase. À la sortie de l'interféromètre, les deux ondes déphasées se combinent et interfèrent en fonction du déphasage optique introduit. L'amplitude de l'onde optique en sortie est alors modulée. Alors maintenant, on a obtenu une modulation d'amplitude. Donc avec le Mach-Zehnder, on a une modulation de phase et une modulation d'amplitude. Le Mach-Zehnder ou le modulateur MZM est utilisé dans les liaisons sous-marines avec des débits de 10 à 40 gigabits par seconde. Il est visé pour les télécommunications à très haut débit et pour les très longues distances. À la sortie du modulateur, le signal lumineux pénètre la fibre optique et traverse des longues distances jusqu'au module de réception. Le premier élément rencontré par les photons, c'est le photodétecteur ou la photodiode. L'absorption d'un photon par un semi-conducteur donne naissance à une paire électron-trou,
d'où la création du courant électrique. Il existe deux types de photodiodes utilisés en télécom optique, répondant à ces critères. Il y a la PIN et la PD. La photodiode PIN est polarisée en inverse. Elle est réalisée à partir de 3 couches de semi-conducteurs, 2 couches fortement dopées P et N, entre lesquelles il existe une couche de grande résistivité presque intrinsèque. D'où il existe très peu de charge mobile. Dans la région intrinsèque, les photons incidents créent des paires électrons-trous qui sont dissociés par le champ électrique intense et collectés par les électrodes. Dans les régions P et N, seuls les photons proches de la région intrinsèque créent un photocourant. Les photodiodes PIN sont les plus utilisées car elles sont peu coûteuses et simples à utiliser avec une performance satisfaisante. Concernant la photodiode à avalanche APD, lorsque la puissance lumineuse reçue est très faible, de l'ordre de quelques nanowatts, le courant détecté est peu élevé. Il est de l'ordre de quelques nanoampères et se superpose au courant d'obscurité, conduisant à un mauvais rapport signal sur bruit. Pour augmenter ce dernier, il est nécessaire que le courant détecté soit plus important en utilisant l'effet de multiplication par impact qui est le plus principe des photodiodes à gain interne de type avalanche, contenant un amplificateur en courant interne. Un photon reçu produit un électron libre, et par le phénomène d'avalanche, cet électron va produire plusieurs électrons en conséquence, ce qui va produire plus de courant, donc une sensibilité plus importante. Lorsque le champ électrique est suffisamment élevé, ces porteurs secondaires vont être générés par choc ionisant avec le matériau. Ces porteurs sont à leur tour accélérés et peuvent générer de nouvelles paires électrons-trous. La réaction en chaîne qui en résulte définit un coefficient de multiplication important M. C'est le phénomène de multiplication par avalanche. Alors la photodiode APD, c'est tout simplement une photodiode PIN plus une seconde couche pour une deuxième génération de paires électrons-trous par ionisation qui nécessite de grandes tensions de polarisation inverse. Avec ces quelques éléments, on peut obtenir une liaison par fibre optique à haut débit et pour des longues distances. Pour augmenter plus la distance et le débit, on doit ajouter d'autres composants.